Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un document médical absolument fascinant sur la toxicologie d'urgence. Et notre mission du jour, c'est de décrypter les dangers cachés de 3 médicaments extrêmement courants. Bonjour à tous, oui, on parle vraiment des salicylés, donc l'aspirine, des AN comme l'ibuprofène et de la colchicine. Je suis ravie d'être là pour vous expliquer comment une simple pilule peut devenir une urgence vitale. Et je suis sûr qu'on a tous au moins un de ces trucs dans nos tiroirs en ce moment même. Bon, pour bien commencer, plantons le décor. Il est 14 heures pile aux urgences, D'accord. les portes automatiques s'ouvrent et là, 3 patients arrivent en même temps. Le motif d'admission sur le bordereau du triage est le même pour les 3. Une suspicion d'ingestion médicamenteuse volontaire. Ah ouais, le fameux cauchemar de l'infirmier d'accueil. C'est ça. Le chronomètre est lancé. L'enjeu est colossal, non? Bah oui, parce que c'est le défi clinique par excellence. Face à ces 3 patients, il faut agir extrêmement vite. L'équipe médicale doit non seulement identifier le toxique exact, mais aussi évaluer la gravité systémique. Donc voir si les organes sont déjà touchés. Exactement. Et ensuite, il faut orienter immédiatement vers la bonne filière. Est-ce qu'on les met en simple box d'urgence, en unité d'hospitalisation de courte durée, l'UHCD, ou directement en réanimation? Le temps est compté, quoi. Bon, alors décortiquons ça. Commençons par le premier toxique, l'aspirine, ou les salicylés. Le document appelle ça un faux ami. Et on va voir que c'est vraiment une bombe à retardement en cas de surdosage. Pourquoi ce médicament si banal fait ça? Tout se joue au niveau de ce qu'on appelle la toxicocinétique. À dose normale, ça va. Mais en cas d'ingestion massive, l'aspirine provoque un spasme du pylore. C'est la valve à la sortie de l'estomac. Ah, donc ça se bloque. Voilà, ça ralentit complètement la vidange gastrique. Et les comprimés forment des conglomérats, une sorte de pâte dure avec les sucs gastriques. C'est fou ça. Donc le corps fabrique son propre poison à diffusion lente. C'est tout à fait ça. Et en plus, le foie, qui doit nettoyer tout ça, se retrouve très vite saturé. Son métabolisme est dépassé. Résultat, la demi-vie du médicament, donc le temps qu'il faut pour en éliminer la moitié, elle explose. Elle passe à combien? Elle passe de 3 à 6 heures en temps normal, à parfois 15 ou 30 heures. Ah ouais, c'est énorme. Donc il reste quoi comme solution pour faire sortir le produit? Il ne reste que l'élimination rénale. Et c'est là qu'on utilise une astuce médicale géniale. On alcalinise les urines. On monte le pH urinaire à 8 et ça booste l'élimination de 10% à plus de 80%. C'est de la belle chimie ça. Mais du coup, avec ce blocage dans l'estomac, ça doit complètement fausser les pistes au début. Prenons un cas pratique du document. Vas-y. Un patient de 35 ans arrive après avoir avalé massivement des comprimés gastro-résistants d'aspirine à 10 heures du matin. Il est examiné à 14 heures. Et là, surprise, son état est parfait. Bah oui, c'est le piège cinétique classique. Sa présentation initiale est faussement rassurante parce que les conglomérats n'ont pas encore libéré le produit. Donc le pire est à venir. Exactement. Le pic toxique dans le sang ne sera atteint que vers 20 heures. C'est pour ça qu'une surveillance prolongée est absolument obligatoire, même s'il a l'air d'aller super bien. D'accord. Mais alors, quand le pic arrive enfin, que se passe-t-il exactement dans le corps? C'est quoi le mécanisme de destruction? On parle d'une double attaque. D'abord, il y a l'action centrale. Le toxique stimule les centres bulbaires dans le cerveau, ce qui cause une hyperpnée. Le patient se met à respirer très vite et très fort. Une hyperventilation, quoi. C'est ça. Et ça provoque une alcalose respiratoire initiale, mais ensuite vient la deuxième lame, l'action cellulaire. Les salicylés provoquent un découplage des phosphorylations oxydatives. Attends, un découplage des quoi? Des phosphorylations oxydatives. En gros, les cellules surconsomment de l'oxygène sans produire d'énergie utile. Ça crée une chaleur intense, une hyperthermie et une énorme production d'acide. Donc une fièvre monumentale et une acidose métabolique. Voilà. Et le résultat final de ces deux phénomènes qui s'affrontent, c'est dévastateur. Ça donne une acidose mixte sévère à trou anionique augmenté. Ce qui m'a vraiment marqué dans les sources, c'est ce cas tragique en pédiatrie, le cercle vicieux absolu. Ah oui, le cas de l'enfant. C'est terrible. Un enfant présente une hyperthermie persistante à cause de cette fameuse toxicité cellulaire. Les parents voient ça, ils croient traiter une petite fièvre infectieuse normale, et qu'est-ce qu'ils font? Il lui redonne de l'aspirine. C'est une ironie mortelle. Le traitement aggrave massivement l'intoxication par accumulation, parce que le foie de l'enfant n'en peut déjà plus. Mais comment les médecins repèrent ce désastre au lit du patient avant qu'il ne soit trop tard? Quels sont les symptômes visibles? Les premiers signes d'alerte sont très clairs. Le patient a des acouphènes, tu sais, des bourdonnements d'oreilles. Parfois une hypoacousie, donc une perte d'audition. Ah, ça attaque lui directement. Oui. Il y a aussi des vomissements, puis une somnolence qui peut glisser vers le coma. Et biologiquement, on dégaine d'où l'arsenal. Gale du sang, lactate, ionogramme. On fait une salicylémie, donc le dosage de l'aspirine, qu'on répète toutes les 4 heures. Et le document parle aussi d'un test spécifique, le test Phénistix. Exactement. C'est une petite bandelette urinaire qui vire au violet quand la concentration dépasse les 200 mg par litre. C'est très rapide. Prenons un autre cas pour bien illustrer l'interprétation biologique. On a un patient très agité avec des bourdonnements d'oreilles. Ses gaz du sang tombent et montrent un pH très bas, à 7,30. Oula. Ouais, une PCO2 basse et des bicarbonates littéralement effondrés. Qu'est-ce qu'on en déduit, Evelyne? Le verdict est instantané. C'est le tableau typique de l'acidose mixte sévère d'origine salicylique. C'est une urgence absolue. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire en termes de quantité?
C'est quoi la barrière de la dose? Les seuils de toxicité sont stricts. Chez l'adulte, on est dans le rouge au-delà de 10 grammes. Pour un enfant, c'est supérieur à 100 mg par kilo. Et la dose létale? Supérieur à 450 mg par kilo, c'est mortel. Et au niveau sanguin, la salicylémie est considérée sévère au-delà de 750 et carrément grave au-delà de 1000 mg par litre. Bon, petit calcul de dose supposée ingérée. Le cas d'un adulte de 70 kg qui a pris 25 comprimés d'aspirine de 500 mg. Ça fait une dose totale de 12,5 grammes. Ce qui équivaut à peu près à 178 mg par kilo. C'est ça, c'est grave à ce stade. Ah oui, on dépasse largement le seuil toxique adulte de 10 grammes. Là, le risque de complications métaboliques sévères est avéré, il faut agir de suite. Et justement, quelles sont nos armes? Quels sont les premiers réflexes de prise en charge? Le document liste un triptyque initial fondamental. 1. Le bilan. On fait un dextro pour surveiller la glycémie, un électrocardiogramme et on évalue la conscience. Pourquoi le dextro d'ailleurs? L'aspirine fait baisser le sucre? Oui, l'intoxication consomme énormément de glucose. Ensuite, étape 2, le remplissage. On passe 500 ml de sérum physiologique en 1 heure pour forcer la diurèse et on rajoute du glucose si nécessaire. Et la troisième étape? La décontamination. On utilise du charbon activé. Si l'ingestion date de moins d'1 heure ou si c'est une forme à libération prolongée, on donne 50 g de charbon puis 25 g toutes les 6 heures. Pour un enfant, c'est pareil? Pour un enfant, c'est 1 g par kilo avec un maximum de 50 g. Ok, cas d'urgence typique. Un patient conscient est vu 45 minutes après avoir avalé 12 grammes d'aspirine. Quelle est la prescription immédiate? On est dans les temps. On pose une voie veineuse, on perfuse les 500 ml de sérum physiologique sur 1 heure et on lui fait avaler 50 g de charbon activé pour bloquer l'absorption. Mais là où ça devient vraiment intéressant ou effrayant, ça dépend comment on voit les choses, c'est quand ces premiers réflexes ne suffisent pas. Quand le poison est déjà dans le sang. Là, on passe à l'escalade thérapeutique. On sort les traitements lourds. On commence par la diurèse alcaline, avec l'objectif de maintenir un pH urinaire au-dessus de 7,5. Avec des bicarbonates. Oui, des bicarbonates, du potassium et du sodium. Et si ça échoue ou dans des cas extrêmes, on utilise l'arme ultime, l'hémodialyse. Donc une machine pour nettoyer le sang directement. C'est ça. On s'en sert pour les intoxications massives, quand la salicylémie dépasse les 900 ou 1000 mg par litre, ou si le patient est dans le coma, a un pH inférieur à 7,20 ou fait une insuffisance rénale. Ça nous amène au cas de cette escalade thérapeutique. Un patient est admis, il est somnolent, il a une acidose réfractaire et sa salicylémie est mesurée à 950. Là, on ne réfléchit pas. C'est intubation protectrice immédiate, hémodialyse en extrême urgence, et on appelle le SAMU pour un transfert en service de réanimation. Ce qui montre à quel point l'algorithme d'orientation est vital. Comment on décide de la destination de chaque patient dans l'hôpital, de façon un peu systématique. L'algorithme est clair. S'il est conscient et sans aucun signe neurologique, il part en surveillance à l'UHCD. Ok. S'il est conscient mais qu'il vomit ou a des acouphènes, on le place en box d'urgence pour un monitoring rapproché. Et dès qu'il y a des signes neurologiques ou une détresse vitale, c'est la SOUV, la salle de déchocage, puis la réanimation toxicologique. J'ai un scénario parfait pour tester ça. Un adolescent de 16 ans. Il a pris 6 grammes il y a 3 heures, mais il est totalement asymptomatique. Zéro symptôme. Il va où? Direction l'UHCD. On ne le lave pas. On va répéter les dosages sanguins toutes les 4 heures. Et attention, aucune sortie psychiatrique n'est envisageable tant qu'on n'a pas eu 2 dosages sanguins successifs qui montrent une baisse de la salicylémie. C'est très strict. Bon, laissons l'aspirine de côté, passons à une autre classe de médicaments qu'on a tous chez nous, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AMS. L'ibuprofène par exemple. Le document les appelle le piège silencieux. Pourquoi? Parce que leur mode d'action, c'est l'inhibition des prostaglandines. Et le souci, c'est que ça frappe 3 cibles principales de façon très sournoise. Lesquels? Des maux de tête, de la somnolence et, attention, des convulsions si on a pris plus de 4 grammes d'acide méphénamique. Ah oui, quand même. Et la deuxième cible? Le système digestif. Le manque de prostaglandine empêche l'estomac de se protéger, donc on risque un ulcère aigu ou une hémorragie. Et la troisième cible, c'est le rein. Ça peut causer une insuffisance rénale aiguë. Mais globalement, comparé à l'aspirine, c'est moins grave. En général, oui, c'est plus bénin. Mais l'intoxication reste très traître. Voyons ça en situation. Un patient est ingéré carrément 3 boîtes d'ibuprofène. Il présente juste des douleurs à l'estomac isolé et quelques vertiges. Cliniquement, on peut rassurer le patient sur le risque vital immédiat, qui est faible. Mais on ne le renvoie pas chez lui comme ça. Il y a une obligation absolue de faire un bilan biologique complet. Donc, ionogramme, urée, créatinine, numération sanguine. Exactement. Il faut écarter toute complication silencieuse. Puisque le risque vital direct est faible, y a-t-il quand même un profil de patient pour qui ces ANS sont dévastateurs? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la vulnérabilité extrême de certains terrains. Le risque majeur, on l'a dit, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Surtout pour les personnes âgées, je suppose. Absolument. L'âge avancé, la déshydratation, une hypovolémie préalable ou une insuffisance rénale préexistante sont des facteurs aggravants majeurs. Et on gère ça comment? Ça implique une hospitalisation si la dose est massive, on donne du charbon activé si le patient est vu dans les 2 heures, et surtout un pansement gastrique et une bonne hydratation par voie intraveineuse. Pour illustrer ça, le fameux terrain à risque. Le cas d'un homme de 75 ans. Il est déjà sous diurétique et il fait un surdosage en IANS.
Là, l'action clé, c'est l'hydratation intraveineuse immédiate. Il faut absolument forcer le flux sanguin dans les reins pour prévenir une nécrose papillaire et une insuffisance rénale sévère. Et on surveille sa créatinine de très près. C'est fou comme le même médicament réagit différemment selon l'âge. Allez, on change radicalement de ton, on passe au dernier toxique de notre liste, et visiblement le plus redoutable. La colchicine. Oula, oui, la colchicine, c'est un médicament contre la goutte et c'est une véritable arme de destruction cellulaire en cas de surdosage. Pourquoi c'est si mortel? Parce que c'est un inhibiteur de la polymérisation de la tubuline. Pour faire simple, ça empêche les cellules de se diviser. Ça arrête la mitose. Et ça crée une tempête dans le corps qui se déroule en 3 actes glaçants. Raconte-nous cette chronologie. Le premier acte, c'est quoi? De J0 à J1, c'est la phase initiale, une véritable tempête digestive. Vomissements et surtout une diarrhée constante. Ça entraîne une déshydratation et une hypovolémie massive. Et ensuite, la phase 2. De J2 à J7, c'est la phase grave, défaillance multiviscérale. Un choc cardiogénique, vasoplégique, donc le cœur lâche, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, le sang coagule mal, c'est la CIVD, et les reins se nécrosent. C'est un effondrement total. Et s'il survit à ça, il y a la phase 3, au-delà du 7e jour. Voilà, une aplasie médulaire transitoire, donc la moelle osseuse ne fabrique plus de cellules sanguines, et une alopécie, la chute des cheveux. Prenons le cas d'alerte précoce. Un patient arrive à J0 pour une diarrhée massive après avoir pris de la colchicine. On pourrait se dire, bon, c'est juste une grosse gastro. Surtout pas. Il ne faut jamais sous-estimer ce symptôme. Cette diarrhée n'est pas du tout bénigne. Elle précède directement le choc cardiogénique et la nécrose du 2e jour. C'est une urgence vitale absolue dès la première minute. Et au niveau des doses, est-ce qu'il y a une petite marge d'erreur? Aucune. Le pronostic vital est strictement et tragiquement corrélé à la dose ingérée. Les chiffres sont comment? Si on est en dessous de 0,5 mg par kilo, on a des troubles digestifs, avec moins de 5% de décès. Ok. Entre 0,5 et 0,8 mg par kilo, c'est l'aplasie médulaire assurée. La mortalité monte à 10%. Et au-delà de 0,8? Au-delà de 0,8 mg par kilo, c'est l'insuffisance circulatoire totale. La mortalité est de 100% en 72 heures. 100%. C'est glaçant. Faisons le calcul fatal pour bien comprendre. Une femme de 50 kilos est admise après avoir pris 45 mg de colchicine. D'accord, donc 45 divisé par 50. Ça donne 0,9 mg par kilo. Le verdict clinique est implacable. Son pronostic fatal est estimé à 100%. Il n'y a pas de survie connue à ce stade. Mais on fait quoi alors? On la laisse? Absolument pas. Le transfert immédiat en réanimation est impératif. Les médecins font tout leur possible, même si l'issue est statistiquement scellée. Cela soulève une question hyper importante. Comment les médecins combattent-ils un poison mortel à 100%? Il n'y a vraiment aucun antidote? Malheureusement, non. Il n'y a pas d'antidote disponible. Le fragment qu'on appelle le FAB anticolchicine n'est pas sur le marché. Tout repose sur un traitement de support poussé à l'extrême. Donc on maintient la machine coûte que coûte. C'est quoi les étapes? 1. On fait une décontamination digestive au charbon, même tardivement, en respectant la diarrhée. 2. On fait un remplissage vasculaire massif pour l'eau perdue. Et pour le choc vasoplégique, la chute de tension? 3. On injecte des catécholamines à forte dose pour maintenir la pression. Et 4. On donne une antibiothérapie à large spectre pour prévenir les infections mortelles à cause de l'aplasie de la moelle osseuse. Cas pratique ultime de maintien hémodynamique. Un patient intoxiqué à la colchicine fait un choc vasoplégique profond à seulement 10 heures d'ingestion. L'équipe doit tout faire en même temps. Intubation, pose d'une voie veineuse centrale, introduction de noradrénaline à très forte dose et compensation millimétrique de toutes les pertes en eau et électrolytes. C'est de la haute voltige médicale. C'est incroyable. Pour boucler la boucle, revenons à notre défi du tout début, dans le hall des urgences. Comment les urgentistes font pour trier ces cas à l'aveugle, instinctivement et rapidement? Il y a une matrice de synthèse très claire. Vas-y. Si on a un patient avec une acidose mixte et une hyperpnée, on pense salicylée, action alcalinisation ou hémodialyse et direction la réanimation si ça s'aggrave neurologiquement. D'accord. Si on a un risque d'insuffisance rénale aiguë ou d'ulcère mais pas de détresse respiratoire, on pense à ANS. Action, traitement symptomatique, bonne hydratation et direction l'UHCD. Et pour la colchicine? Si on a une défaillance multiviscérale imminente, un choc ou une diarrhée profuse, c'est la colchicine. 0 antidote, donc on fait un support hémodynamique maximal et c'est la réanimation immédiate systématique. Allez, un petit diagnostic différentiel à l'aveugle pour finir. Devant une intoxication médicamenteuse complètement indéterminée, le patient ne peut pas parler. Comment trancher? Un pH acide associé à une hyperventilation pointe tout de suite vers l'aspirine. A l'inverse, une diarrhée incontrôlable couplée à un collapsus cardiovasculaire oriente vers la colchicine. Ce triage physiologique rapide, c'est ce qui sauve le patient. Qui guérit nos maux de tête quotidiens ou nos simples douleurs articulaires cache en fait des mécanismes redoutables. C'est clair. Ces molécules sont capables de déjouer nos propres organes si on les pousse à l'excès. Et ça nous laisse sur cette pensée finale. Dans un monde où ces petites boîtes s'entassent innocemment dans nos pharmacies familiales, en vente tout à fait libre, n'avons-nous pas collectivement perdu de vue la frontière infime, presque invisible, qui sépare le remède du poison? Je vous invite vraiment à regarder votre propre armoire à pharmacie avec un œil nouveau après tout ça. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous. Avec grand plaisir. C'était intense. Très intense. À bientôt pour une nouvelle exploration.